Bonjour à toutes et tous, il est 14 heures. Nous allons pouvoir commencer le webinaire. Donc j'invite les différents panélistes à actionner votre caméra s'il vous plaît. Bienvenue à tout le monde dans le webinaire Entreprendre dans le tourisme social et solidaire. Donc un webinaire qui a pour but de donner des clés de compréhension du secteur du tourisme social et solidaire et de présenter des initiatives inspirantes existantes. Je vous annonce que nous sommes déjà une cinquantaine de participants. Alors pour commencer, avant de commencer le webinaire, nous sommes dans un webinaire, donc c'est-à-dire que nous ne vous voyons pas directement, mais nous pouvons quand même interagir. Donc il y a 2 façons d'interagir avec nous. Si vous voulez discuter, partager vos commentaires ou vos informations, vous avez un fil de discussion qui se trouve en bas. Mais par contre, si vous souhaitez poser des questions directement aux intervenants, je vous invite à les poser dans la partie Q&R, questions et réponses. Et à la fin du webinaire, nous aurons un temps de questions-réponses et moi, je me ferai votre porte-parole et je poserai ces questions directement aux intervenants. Alors, un petit sommaire de ce webinaire. Donc, nous sommes ici pendant 1 heure, de 14 heures à 15 heures. Nous allons commencer par un mot d'accueil de Jean-François Simon, qui est responsable de pôle à la Vise. Ensuite, nous enchaînerons sur un décryptage des enjeux du secteur du tourisme social et solidaire par moi-même, Maud Bailly, chargée de mission à la Vise. Puis une présentation de l'UNATS, l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air, par Simon Thiraud, son délégué général. Et ensuite, les témoignages de 3 porteurs de projets ou accompagnateurs du secteur qui se sont lancés dans l'aventure de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire Karen Chambourg, cofondatrice de Hôtel Quartier Libre, Louise Fontaine, coordinatrice d'Alternatives Urbaines Bordeaux, et Alicia Bayon, responsable de programme chez Atis. Et ensuite, nous aurons une dernière partie de questions et réponses où vous pourrez poser vos questions directement aux intervenants. Donc, c'est parti, le webinaire commence. Jean-François, je te laisse la parole. Bonjour à tous, merci de votre participation à ce webinaire. On est ravis de ce temps consacré à ce secteur et également de pouvoir parler de ce dossier thématique. Déjà en quelques mots, donc je suis Jean-François Simon, je suis responsable de pôle à l'AVIS et référent sur les questions de tourisme. Je vais peut-être revenir simplement déjà sur ce qu'est l'AVIS, hein, qui est l'AVIS, une agence d'ingénierie de l'économie sociale qui a pour but, pour mission en fait d'accompagner le développement de l'économie sociale et solidaire sur l'ensemble de ces cycles de vie, hein, donc de la création jusqu'à l'évaluation de son impact, et ça par différents moyens. D'abord en étant à travers un centre de ressources déjà, hein, en produisant effectivement beaucoup de ressources sur l'économie sociale et solidaire, mais également à travers l'accompagnement d'un certain nombre de communautés d'accompagnateurs de l'économie sociale et solidaire. La VIS porte également quelques programmes en propre, directement adressés à des porteurs de projets, comme en particulier sur les questions de consolidation et de changement d'échelle. Et puis, la VIS a également un rôle de financeur de l'économie sociale et solidaire en tant qu'organisme intermédiaire du Fonds social européen. Donc, voilà un panorama très rapide de notre action tout au long de l'année. Peut-être quelques chiffres clés très rapidement, puis avant d'en venir à notre sujet du jour, hein. Effectivement, aujourd'hui, la vie, c'est 300, c'est à peu près 300 acteurs de l'accompagnement animés au niveau national. C'est 3500 projets accompagnés par les acteurs des communautés émergence et accélération. C'est une production régulière de ressources. Il y en a à peu près 500 en ligne aujourd'hui sur le site, mais bon, je vais pas aller beaucoup plus loin. Voilà, la VIS est également porteur, opérateur national du DLA, donc qui accompagne également 6000 structures de l'économie sociale et solidaire, donc, et puis anime également 20 fabriques à initiative.
arrive, donc sur les territoires un petit peu partout en France. Donc, j'en viens directement à notre sujet, hein, la publication, le tourisme social et solidaire, hein. Ce webinaire fait suite à la publication d'un dossier tourisme social et solidaire, hein, qui rentre dans le cadre de nos dossiers thématiques que l'on a qu'on a pu travailler avec également l'UNAT, l'Union nationale des associations de tourisme, qui se présentera tout à l'heure. L'objectif de ces dossiers thématiques, c'est bien de donner des clés de compréhension, en particulier à des porteurs de projets, y compris en création, de permettre l'accès à des logiques de cartographie, d'identifier qui sont sur un secteur ou sur un sujet donné, qui sont les acteurs, qui sont les acteurs représentatifs, qui en sont les financeurs, qui en sont les accompagnateurs, de manière à faciliter les démarches des différents porteurs de projets. Euh, on s'intéressait bien évidemment au secteur du tourisme à la fois parce que le tourisme, c'est un secteur économique, c'est un secteur économique important, hein. On sait le poids qu'il peut représenter sur le PIB d'une nation comme la France, mais c'est également, et c'est certainement un des points qui nous intéressera aujourd'hui au plus haut point, c'est un objet social en soi. Une autre particularité du secteur touristique, c'est la multiplicité aussi des types d'activités qu'il recouvre, et du coup des champs possibles à investir, y compris en termes d'innovation. Et ça, on le verra aussi à travers les deux exemples qui seront présentés tout à l'heure. Et puis, enfin, c'est un certain nombre d'enjeux fondamentaux que Maud présentera un petit peu juste après mon intervention, autour des questions territoriales, autour des questions de durabilité, autour des questions d'inclusion, et sur lequel, bien évidemment, les acteurs de l'économie sociale et solidaire ont historiquement tout leur place et continuent aujourd'hui, bien évidemment, à faire un travail particulièrement intéressant. Donc, je vais m'arrêter là et laisser la parole à Maud, qui va nous présenter un décryptage des contenus de ce dossier. Merci Jean-François. Donc en effet, on va passer dans la partie décryptage. Alors avant ça, je vais lancer un petit sondage pour apprendre à mieux se connaître. Donc vous devez voir un sondage apparaître à l'écran. Il y a 3 questions. Une première question sur qui vous êtes. On veut savoir qui on a en face de vous, si vous êtes plutôt des porteurs de projets, des professionnels de l'accompagnement, des salariés ou bénévoles de structure, et dirigeants de structure ou étudiants. Donc c'est un sondage flash qui va durer juste quelques minutes, donc l'idée est de répondre assez vite. La deuxième question porte sur votre été, donc on est fin septembre, on sort de l'été, donc on est à la fois, disons, acteur en tant que professionnel du tourisme social et solidaire, mais aussi consommateur et touriste de l'autre côté. Donc de voir comment a été votre été, s'il a été 100% tourisme social et solidaire. Et enfin, la troisième question est une question sur votre compréhension des enjeux du secteur. Donc vous allez voir 4 enjeux apparaître et vous pouvez cocher tous ceux qui vous semblent être des enjeux principaux du tourisme social et solidaire, c'est-à-dire lutter contre la fracture touristique, participer à la préservation de l'environnement, s'assurer de l'existence d'une soirée karaoké dans chaque camping ou contribuer au développement des territoires d'accueil. Donc voilà, je vous laisse encore un petit peu de temps pour répondre à ces 3 questions. Pour l'instant, une 50aine de personnes a répondu sur 80 participants. J'attends encore un tout petit peu. 60 personnes ont répondu. Allez, je vous laisse encore 10 secondes et je mets fin au sondage. Allez, c'est fini. 65 personnes ont répondu. C'est parti. Donc, je vous partage les résultats.
Donc qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous êtes, principalement des porteurs de projets ou des personnes qui souhaitent lancer leur projet, des professionnels de l'accompagnement et des salariés et ou bénévoles à environ, 30 pour ces 3 propositions. 2 dirigeants de structure et 4 étudiants. OK. Votre été, alors social et solidaire ou pas, donc on voit que 14 des personnes ont eu un été 100 social et solidaire. La moitié des participants, plus ou moins, car il est difficile de réfléchir à tout aux vacances. 14 ne savent pas à quoi on fait référence, donc c'est pour ça que vous êtes ici. Et 22 des personnes ne sont pas parties en vacances, ce qui est aussi une réalité. Et enfin, sur la troisième question, donc les enjeux principaux du tourisme social et solidaire, pour vous, c'est principalement de contribuer au développement des territoires d'accueil à 83 lutter contre la fracture touristique à 71 et participer à la préservation de l'environnement à 69 Quelques-uns ont répondu à la dernière question qui était en effet un petit piège, mais je pense que vous l'avez tous compris. Donc voilà, maintenant nous allons partir vraiment dans la partie décryptage. Donc merci d'avoir répondu à ce sondage. Alors, pour commencer, une petite partie définition. Donc, on parle parfois de tourisme social, de tourisme solidaire, tourisme durable, éthique. Donc, beaucoup de concepts qui ne font pas référence exactement à la même chose. Donc ici, je vous ai mis 2 définitions. La première définition, c'est celle du tourisme social, selon l'Organisation internationale du tourisme social, qui le définit comme l'ensemble des rapports et des phénomènes résultant de la participation au tourisme et en particulier de la participation des couches sociales aux revenus modestes. Cette participation est rendue possible ou facilitée par des mesures d'un caractère social bien défini. Donc là, on parle de tourisme social, ce qui est vraiment axé sur l'accès au tourisme et aux vacances à tout le monde. Et ce webinaire traite plus précisément sur le tourisme social et solidaire. Donc, je vous ai mis une deuxième définition qui est celle de l'UNAT, dont vous aurez une intervention tout à l'heure, qui définit le tourisme social et solidaire comme un projet au service des hommes et des territoires, porté par des acteurs touristiques engagés et reconnus par le tissu des acteurs de la filière. Donc, qu'est-ce que ça signifie plus précisément? Déjà, comment se définit le tourisme social et solidaire en France? Alors, il se définit premièrement par son cadre légal, à savoir que le droit au repos et au congé est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Mais il se définit aussi par l'inscription de cet accès au tourisme dans des dispositifs d'accessibilité financière, notamment par des aides financières comme les chèques vacances qui permettent aux personnes les plus démunies d'avoir accès aux vacances, mais aussi par le soutien aux équipements de tourisme à vocation sociale. Et les dispositifs d'accessibilité financière peuvent aussi s'inscrire dans des actions des collectivités territoriales aux différentes échelles. Enfin, le tourisme social et solidaire se définit aussi par l'appartenance des structures à l'économie sociale et solidaire en général et à ses valeurs. Les 3 piliers principaux de l'ESS étant, pour rappel, la gouvernance démocratique, le partage de la richesse et l'utilité sociale des projets. Plus précisément, quels sont les principes et les enjeux du secteur? Donc, de façon générale, il s'agit de concilier le droit aux vacances pour tous et le respect des territoires d'accueil. Donc là, il y a 3 enjeux principaux. C'est un tourisme qui se veut humaniste, dont vecteur de lien et de mixité entre les populations touristiques et les populations locales. C'est un tourisme qui se veut inclusif et ancré territorialement. Donc là, il y a 2 enjeux derrière. Le premier, c'est l'accès pour tous aux vacances, dont on a parlé, à savoir que 4 Français sur 10 ne vont pas en vacances chaque année pour des raisons qui sont intimement liées à leurs revenus, c'est ce qu'on appelle la fracture touristique. Alors que le départ en vacances est un besoin essentiel et c'est quelque chose qui a une forte valeur sociale aussi. Mais un tourisme ancré territorialement, c'est aussi un tourisme qui contribue au développement des territoires d'accueil. Le tourisme ayant un fort potentiel de développement économique local, car il crée des revenus pour les commerces, il crée aussi des emplois. Donc, il favorise le développement économique et renforce le tissu socio-économique local. Et enfin, le tourisme social et solidaire est un tourisme soucieux de son empreinte écologique, protégeant l'environnement local et planétaire et préservant les écosystèmes. À savoir que le tourisme, de façon générale, impose une pression très forte sur la biodiversité et les ressources naturelles, car il inclut souvent une consommation alimentaire, énergétique et hybride qui est très forte, ainsi qu'une empreinte carbone élevée, à savoir que le tourisme global est responsable
de 8% du total des gaz à effet de serre. Mais le tourisme social et solidaire, lui, veut avoir une empreinte carbone plus faible, notamment une empreinte écologique en général, notamment car c'est un tourisme de proximité qui a lieu aussi principalement en France, mais aussi parce que les structures du tourisme social et solidaire travaillent à baisser leur empreinte carbone par des achats de produits bio et locaux, une meilleure gestion des déchets, des économies d'eau, mais aussi une rénovation énergétique des bâtiments, plein de facteurs qui font que cette empreinte est plus mesurée. Mais face à cela, le tourisme social et solidaire fait face à différents défis. Donc là, je vous en ai proposé 3. Le premier étant la rénovation et le maintien du patrimoine. Donc pour les porteurs de projets, une des difficultés peut être de trouver des partenaires qui soient prêts à s'investir à leur côté. Donc on pourra l'illustrer tout à l'heure avec un des témoignages. Aussi le numérique, que les structures du tourisme social et solidaire puissent s'inscrire dans la transition numérique. C'est quelque chose qui a encore une grande marge de progression. Et enfin, le développement durable. Les structures sont souvent mobilisées, mais n'ont pas forcément formalisé leur engagement. Et enfin, pour finir cette partie décryptage, je vous présente de façon très succincte cette cartographie des acteurs du tourisme social et solidaire que vous pouvez retrouver dans notre dossier thématique, qui vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement et le rôle de ces différents acteurs. Donc, vous pouvez retrouver les acteurs selon 3 typologies: ceux qui informent et qui orientent, ceux qui fédèrent et qui représentent, et ceux qui financent et qui accompagnent. Voilà. Je n'en dis pas plus. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez évidemment tourner vers notre dossier thématique qui est beaucoup plus complet et plus précis. Maintenant, je vais passer la parole à Simon Thirault, qui va nous présenter donc l'UNAT, l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air, qui est une tête de réseau du secteur du tourisme social et solidaire, qui va donc nous présenter ce qu'est l'UNAT et son rôle dans ce secteur. Je vous passe la parole, Simon. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez correctement? Parfait. Donc, je suis Simon Thirault, je suis le délégué général de l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air, qui est une vieille maison dans le tourisme, puisque l'UNAT a été fondée en 1920, avec d'abord une visée plutôt dans le secteur de l'automobile, et qui puis après a largement évolué, notamment après-guerre, avec le vrai départ en vacances des Français des 30 Glorieuses, et puis finalement pour s'ancrer dans ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, et être la tête de réseau des opérateurs du tourisme qui sont dans le champ de l'économie sociale et solidaire, donc des associations, des sociétés coopératives, des structures avec un agrément ESUS, et souvent aussi des sociétés qui peuvent être détenues à 100% par des associations. Le réseau du tourisme social et solidaire, il se caractérise, et ça a été très bien expliqué précédemment, à la fois par une visée politique qui est celle de pouvoir faire partir le plus grand monde à vacances, considérant que l'accès aux vacances pour tous est un droit et que c'est en partant en vacances, en ayant accès aux loisirs, à la culture, au sport, qu'on se construit en tant que citoyen. Mais c'est aussi dans le tourisme social et solidaire, donc il y a cet engagement politique, et puis il y a le fait d'être un opérateur de l'ESS dans un secteur, le tourisme, qui est un secteur extrêmement concurrentiel et dans lequel, face à eux, parmi leurs concurrents, ils n'ont pas toujours, évidemment, que des opérateurs de l'ESS. Alors, le secteur est très vaste, on trouve des champs d'activité très différents, des villages clubs de vacances, des campings, des auberges de jeunesse, des colonies de vacances, des centres de vacances, des voyagistes, des organisateurs de séjours à destination de personnes en situation de handicap. Et ce réseau très très vaste, qui représente 1600 établissements en France, en temps normal, qui accueille 5 millions de vacanciers chaque année, pour quasiment 20 millions de nuitées, représente 1,2 milliard de chiffre d'affaires, donc c'est extrêmement important. Et cela va de la plus petite structure qui fait quelques colos par an jusqu'à du CPA que tout le monde connaît, ou VVF, en passant par des fédérations d'auberges de jeunesse qu'on retrouve sur tout le territoire, et des structures qui ont quelques activités touristiques. Donc un réseau extrêmement divers. Et l'UNAT, aujourd'hui, nous on représente
on est totalement représentatif au niveau national, avec un peu plus de 70 organisations adhérentes au niveau national et plus de 500 dans les régions. Puisque l'UNAT a une action nationale, mais il y a aussi une antenne régionale dans chacune des régions pour vraiment mailler le territoire et apporter une offre de services à ce réseau. Alors finalement, qu'est-ce qu'on fait, nous? D'abord, on représente les opérateurs du tourisme social et solidaire auprès des pouvoirs publics pour les défendre, alors dans des problématiques qui peuvent être des problématiques propres au tourisme, en travaillant avec d'autres fédérations professionnelles à ces questions-là, et puis des problématiques propres à l'économie sociale et solidaire, notamment dans le cadre de la crise, pour qu'ils aient accès aux mêmes aides que tout le monde, par exemple. Et puis enfin, on a auprès des pouvoirs publics un discours politique fort sur la place des vacances dans la société et un plaidoyer en faveur du droit aux vacances. C'est aussi pour cela que l'on va retrouver à l'UNAT, ou en tout cas dans la sphère qui gravite autour de l'UNAT, des structures du champ de la solidarité, comme les Petits Frères des Pauvres, le Secours Populaire, le Secours Catholique, les Restos du Cœur, qui vont avoir une action vacances à destination des publics les plus en fragilité et éloignés des vacances. Donc d'abord une représentation politique auprès des pouvoirs publics pour défendre le secteur. Et puis, vis-à-vis du réseau et de nos adhérents, on a, comme toutes les têtes de réseau, que cela soit au niveau national ou au niveau régional, un rôle d'accompagnement, un rôle de mise en commun des problématiques pour essayer de faire émerger des solutions, valoriser les pratiques quand il s'agit de développement durable, de patrimoine, d'emploi. Et puis également un rôle de mise en réseau pour créer des synergies intéressantes et finalement pour créer un écosystème qui soit favorable au développement d'initiatives dans l'ESS en faveur du droit aux vacances pour tous. Et donc, on travaille en lien avec les pouvoirs publics, avec les financeurs, avec tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, nous entourent et s'intéressent au sujet des vacances et du tourisme pour créer cet écosystème. Je prendrai un exemple, pas plus tard qu'hier, j'ai eu une très grosse réunion avec France Active, que tout le monde connaît, j'imagine, et avec le Crédit Coopératif, et notamment des antennes locales du Crédit Coopératif, pour essayer d'identifier quels sont les enjeux des mois à venir dans les structures du réseau, pour que le réseau bancaire du Crédit Coop puisse les soutenir et que France Active aussi, via le dispositif qu'on a créé de prêts subordonnés, puisse aussi venir là à plus long terme. Et donc voilà, on est en interaction permanente pour essayer d'apporter un soutien aux opérateurs du tourisme social et solidaire. Et puis, on a aussi une offre de services un petit peu plus particulier, comme le Fonds mutuel de solidarité, puisque peut-être si certains d'entre vous veulent se lancer dans le tourisme, ils doivent bien identifier les réglementations qui gravitent autour du secteur, et notamment la réglementation liée à l'immatriculation tourisme, qui nécessite, dès lors que vous vendez un certain type de séjour et de voyage, d'avoir une immatriculation auprès de l'Atout France, et pour cela, avoir notamment un garant financier. Et donc, nous, on joue ce rôle aussi de garant financier. On est très sélectif sur les dossiers, mais on essaie de soutenir le secteur. Et donc, ça, c'est un service important que l'on rend à nos membres. Et si vous souhaitez se lancer, il faut vraiment bien étudier aussi tout ce contexte-là. On travaille également sur le patrimoine, puisqu'il y a des enjeux de pouvoir maintenir un patrimoine fort dans le secteur pour continuer à proposer des vacances dans des lieux assez emblématiques au public qui ne pourrait pas normalement peut-être y avoir accès, et puis aussi de pouvoir publier des offres d'emploi de nos adhérents. Donc ça, c'est d'autres types de services que l'on rend. Dans les régions, les UNAT en région, là, rendent des services et jouent un rôle de tête de réseau avec aussi des actions qui dépendent du territoire dans lequel elles se trouvent et des enjeux de ce territoire. Si on prend l'exemple de la région PACA, Sud-PACA, ils ont une très grosse action sur le patrimoine, une grosse action sur les classes de découverte,
et puis une grosse action aussi en matière de culture et de place de la culture dans les établissements du tourisme social. Je pourrais passer en revue comme ça tout un tas de régions, mais vraiment, évidemment, toutes les régions n'ayant pas la même culture touristique, forcément, elles n'ont pas toutes la même offre exactement, mais en tout cas, elles ont à cœur de créer un écosystème extrêmement favorable. Et pour terminer, je dirais qu'aujourd'hui, on a une forme d'adéquation qui est très encourageante, puisqu'il y a une adéquation entre les valeurs qui sont portées et qui ont été aussi précédemment exprimées par les opérateurs du tourisme social et solidaire, des valeurs en faveur d'un tourisme humaniste, qui respecte les hommes, les femmes, les territoires dans lesquels les séjours ont lieu, qui soit un tourisme créateur de valeurs durables dans les territoires, et en même temps une aspiration de plus en plus forte des clientèles à un tourisme qui soit le plus exemplaire possible, même si, évidemment, quand on part en vacances, on veut laisser de côté les soucis, les tracas, et donc on n'a pas forcément vocation à se prendre la tête sur tout un tas de sujets qui pourraient au quotidien nous embêter. Donc, il y a une vraie adéquation entre ce que les clientèles recherchent de plus en plus et les valeurs portées par ce réseau. Et ça, c'est un très grand encouragement sur l'avenir et sur ce que l'on peut faire ensemble. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'UNAT en tant que tête de réseau du tourisme social et solidaire. Merci beaucoup, Simon. C'était très clair, cette présentation de l'UNAT. Donc maintenant, nous allons passer dans une partie plus concrète pour les porteurs de projets qui nous écoutent et qui souhaiteraient se lancer ou qui se sont lancés dans l'aventure, dans l'entrepreneuriat, dans le tourisme social et solidaire, avec 3 témoignages de 2 porteurs de projets. Donc Karen Chambourg, qui est cofondatrice de Hostel Quartier Libre, et Louise Bayon, coordinatrice d'Alternatives Urbaines Bordeaux, ainsi que Louise Fontaine, ainsi qu'Alicia Bayon, qui est responsable de programme chez Atis qui a accompagné Alternatives Urbaines Bordeaux. Donc avant de laisser la parole à Karen, je voulais aussi vous dire que nous avons donc choisi ces 2 projets qui, vous allez voir, sont très différents, pour aussi illustrer la grande diversité de métiers qui existent dans ce secteur. Donc, il s'agit de 2 projets qui sont différents à la fois, car il y a un projet urbain et un projet rural. Un projet qui se concentre sur la revitalisation de zones rurales en promouvant notamment la micro-aventure, alors que l'autre projet va plus mettre en avant des patrimoines oubliés en étant aussi un outil d'insertion pour des personnes éloignées de l'emploi. Et enfin, 2 projets qui sont à 2 stades très différents, un projet étant en train de se lancer et l'autre plus installé, songeant plutôt à sa stratégie de diversification. Donc, je n'en dis pas plus et je vais laisser la parole à Karen. Karen, donc, je te laisse nous présenter le projet de Hostel Quartier Libre et en quelques mots et comment vous vous insérez dans le secteur du tourisme social et solidaire. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, Karen Chambourg. Donc, je vais vous présenter effectivement Quartier Libre, qui est un projet touristique que je porte avec mon associé depuis plusieurs années, qui prend forme aujourd'hui avec la reprise de l'hôtel du Col de la Machine, donc qui se situe en plein cœur du Vercors. Et donc, comme le disait Maud, c'est un projet qui est en cours de lancement puisqu'il ouvrira en juin 2022. Donc nous, en fait, on va se positionner à 2 échelles. D'abord à l'échelle régionale, l'idée étant de proposer un tourisme 4 saisons pour des visiteurs majoritairement à 2 heures de route. Donc l'objectif, c'est de réenchanter les expériences nature à travers notamment la micro-aventure, on va y revenir un petit peu après. Et puis à l'échelle locale, où là, l'idée, c'est vraiment de rejoindre le maillage d'acteurs locaux déjà présents pour co-organiser des activités et des événements sur le lieu. Nous, l'idée, c'est vraiment que notre lieu, demain, devienne un lieu support pour d'autres acteurs du territoire. Donc, on va proposer différentes choses donc, dans notre lieu. Donc, d'abord, une offre diversifiée d'hébergement abordable. L'idée, c'est de pouvoir s'adapter aux différents besoins et aux différents budgets de nos visiteurs. Donc, à travers des dortoirs, des chambres doubles ou des chambres familiales avec une capacité totale de 60 couchages et puis un camping. La deuxième activité principale, ça va être un bar-restaurant local et de saison où là, en fait,
le fil rouge de notre projet, peu importe finalement les sujets, est vraiment très lié à l'économie sociale et solidaire, donc dans l'approvisionnement, mais aussi dans la proposition par exemple, de boissons alternatives à ce qu'on peut trouver normalement dans certains bars ou restaurants, et de proposer des alternatives locales. Et puis, la troisième chose qu'on va vraiment proposer, c'est toute une palette d'activités nature, culturelles ou sportives, sur place ou au départ de l'auberge. Et l'idée, c'est de faire découvrir, de vivre le Vercors grâce à à des micro-aventures qu'on va proposer, ou à des équipements de mobilité douce loués sur place. Nous, en fait, ce qu'on veut vraiment faire, c'est devenir un centre d'excursion, un petit peu nouvelle génération pour les visiteurs, et notamment dans un souci de ne plus utiliser la voiture lorsqu'on est sur place, ou même pour venir à l'auberge, et puis dans un souci également de préservation de l'environnement naturel du lieu. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'économie sociale et solidaire, nous, dans nos expériences professionnelles passées, c'est quelque chose où on a toujours été sensible, notamment sur les questions de territoire, et on avait envie de participer à ce mouvement de revitalisation du territoire rural, et à notre échelle à la transition écologique. C'est pour ça que notre concept se base véritablement sur l'enjeu d'être une porte d'entrée, en fait, entre la vallée du Royan et ce plateau du Vercors, qui est cette partie, on va dire, du plateau du Vercors, qui est assez méconnue. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir drainer une partie du tourisme aujourd'hui qui est concentré sur le plateau de Villard-de-Lans, et de justement qui est, elle, sujette au tourisme de masse. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir étaler un petit peu cette envie touristique du Vercors pour notamment participer à la préservation du territoire. L'idée, c'est que notre concept, c'est aussi de proposer des activités pour tous et selon les envies, donc que ce soit de la balade en vélo, aux jeux de société, en intérieur ou en extérieur, selon la saison et selon la météo, et de vraiment casser ce côté consommateur de voyage où j'y vais une fois et puis je n'y retourne plus. L'idée, c'est qu'on puisse, nous, se renouveler et fidéliser nos visiteurs, et qu'ils aient finalement une expérience complètement différente s'ils viennent une fois où il fait beau, une fois où il ne fait pas beau, à l'automne comme en été. Je vais peut-être revenir un petit peu sur la partie finalement développement du projet, qui est assez intéressante dans notre cas, notamment sur la question du foncier. Donc, comme je disais, en parallèle de nos activités, ça fait plusieurs années qu'on porte ce projet, mais on s'est souvent heurté à la difficulté d'acquérir un lieu, même en milieu rural. C'est pas parce qu'on n'est pas en ville qu'en milieu rural, c'est forcément toujours évident de pouvoir acquérir un lieu qui soit suffisamment grand. Dans notre cas, il fallait qu'on ait un lieu qui puisse accueillir au moins 60 couchages pour que notre modèle économique soit viable. Et donc, en fait, on s'est rapproché de Village Vivant. Donc, on pourra en reparler plus tard s'il y a des questions, mais qui est en fait une foncière solidaire qui est spécialisée dans la revitalisation des territoires, et qui en fait propose une action coordonnée entre du rachat de foncier pour le louer à des porteurs de projets, et puis tout un accompagnement en fait dans le processus entrepreneurial. Et donc aujourd'hui, en fait, on fait vraiment un achat coordonné, puisque nous, on rachète le fonds de commerce de l'hôtel-restaurant, et Village Vivant rachète le foncier. Et il y a aussi toute une dimension patrimoniale, puisque c'est aussi eux qui supportent l'aménagement et les travaux sur le lieu, et puis en fait, ils nous le louent avec une option d'achat, si je puis dire, en fait, à certaines conditions qui sont définies dès aujourd'hui, où l'objectif à terme, c'est qu'on puisse racheter le bâtiment. Je voulais peut-être dire deux mots sur l'importance de l'entrée dans un réseau, puisque pour nous, l'économie sociale et solidaire, c'est aussi ça. Quand on avait commencé à travailler sur le projet, on avait commencé un petit peu finalement dans notre coin, si je puis dire, et puis on s'est très vite rapproché de différents acteurs, d'abord la CCI, et puis ensuite l'Union régionale des SCOP, donc l'URSCOP, et c'est vraiment ça qui nous a mis le pied à l'étrier, qui nous a permis d'avancer concrètement, et puis de rejoindre finalement aujourd'hui un maillage d'acteurs de l'accompagnement, et qui nous a permis aussi d'avancer dans notre positionnement, dans notre modèle économique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été très important pour nous. Et puis donc, il y a vraiment finalement aujourd'hui, on a toute une équipe de partenaires financiers qui participent au projet,
Mais on a aussi prévu d'avoir tout un panel de partenaires locaux, que ce soit dans notre organisation au quotidien avec l'approvisionnement en local, mais aussi pour toute la partie rénovation, puisqu'on va travailler avec un collectif de designers du Royan pour participer notamment à des chantiers participatifs et impliquer les acteurs locaux et les habitants dès le départ. Voilà, peut-être pour terminer rapidement sur les prochaines étapes du projet. Donc, tu peux aussi présenter où vous en êtes et ce qui est à venir pour que les personnes se rendent un petit peu compte de ce que ça signifie lancer un projet. Tout à fait. Donc, peut-être pour vous donner un calendrier, donc ça fait plusieurs années qu'on visite, qu'on réfléchit à ce projet. Le lieu dont on rachète le fonds de commerce, on l'a visité en janvier. Donc, il y a eu toute une phase de structuration du projet, notamment avec l'URSCOP, et qui a été vraiment, nous, le déclencheur de l'entrée, on va dire, du projet au concret, puisque, en fait, dans notre cas, étant donné qu'on monte une scope, ça a vraiment été la porte d'entrée vers d'autres partenaires financiers, que ce soit les banques ou d'autres acteurs comme Initiactive, par exemple, qui peuvent aussi participer financièrement à la construction du projet. Et en fait, ça nous a vraiment permis aussi de toute cette phase de discussion avec les partenaires, de, si je puis dire, rassurer les partenaires entre eux, parce que notre projet est passé dans beaucoup de comités, a été validé par beaucoup d'acteurs. Ça nous a obligés à nous challenger très souvent. Mais aujourd'hui, on est à la fois, nous, convaincus qu'on a un projet qui tient la route, mais aussi les partenaires, en fait, se sont entendus entre eux sur le fait d'accompagner de manière commune ce projet pour le présent et le futur. Et donc, il y a un compromis de vente qui a été signé conjointement avec Village Vivant fin août. Et puis là, donc, on est dans une phase de compromis, où on est dans une phase de bouclage des financements, c'est-à-dire avec tous nos partenaires financiers. Donc, je pourrais les détailler s'il y a des questions. Et puis, sur une partie où on implique aussi nos réseaux personnels, professionnels et le réseau du territoire en faisant une campagne de titres participatifs. Et puis, l'objectif, donc, c'est de commencer aussi à lancer notre communication, puisque c'est un projet qu'on n'imagine pas sans les autres. Donc, c'est un projet où on veut créer une communauté qui puisse interagir, qui puisse nous donner de futurs visiteurs, qui puissent nous donner des idées et des retours sur notre projet. Et puis, donc, la signature qui est prévue au mois de décembre avec un démarrage des travaux en janvier et une ouverture à partir du mois de mai. Super, mais merci Karen, en tout cas, pour ça donne envie. On a envie d'y arriver dès le printemps 2022. Et merci pour cette présentation. Et aussi, une des conclusions que moi j'en sors, c'est qu'il y a plein d'acteurs qui sont là pour vous accompagner. Il ne faut pas hésiter à se tourner vers le réseau et vers les personnes qui peuvent aider les porteurs de projets à se lancer. Donc, absolument. Super, merci. Donc, si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à les poser dans le Q&A et on pourra y répondre en fin de webinaire. Donc maintenant, je vais passer la parole à nos deux autres intervenantes, qui sont donc Louise Fontaine, coordinatrice d'Alternatives Urbaines Bordeaux, et Alicia Abellon, responsable de programme chez Atis, qui vont donc nous présenter l'histoire d'Alternatives Urbaines Bordeaux, comment le projet a été lancé, où il en est maintenant. Donc, Louise, je te laisse prendre la parole si tu veux. Est-ce que tu peux nous présenter Alternatives Urbaines Bordeaux dans les grandes lignes? Bonjour à tous. Le projet a été lancé en 2016. On est relié par une convention de franchise à l'association parisienne qui s'appelle Alternatives Urbaines, parce que nous, c'est Alternatives Urbaines Bordeaux. Et ça a été créé en 2016 avec un double objectif sur la métropole bordelaise. Le premier, c'est de valoriser des territoires méconnus de la métropole, des territoires populaires, puisqu'on est implanté dans des quartiers prioritaires de la ville. Donc, on a démarré avec 4 balades. Aujourd'hui, on est à 8. Nos balades, on met en avant et on valorise tout le patrimoine de ces quartiers-là. Mais on valorise aussi tout ce qui va être associations, structures sociales, structures culturelles et initiatives citoyennes, mais aussi tous les projets de rénovation urbaine.
L'idée, c'est d'avoir une carte d'identité d'un quartier à un instant T, avec toute la diversité et la pluralité du quartier. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième, c'est qu'on se sert de nos balades comme outil d'insertion. Puisque les balades sont animées par des gens qu'on appelle, dans notre jargon, des éclaireurs urbains, qu'on forme puis rémunère pour animer nos balades. Donc, c'est des personnes qui sont éloignées de l'emploi, donc au chômage longue durée, plus de 2 ans, ou bénéficiaires des minima sociaux. Donc, ils passent par notre organisme de formation et ils suivent la formation qui s'appelle Devenir éclaireur urbain. Donc, elle dure 80 heures, ils sont rémunérés pour ça. Et à Paris, ils animent nos balades alternatives. Nos balades, il y en a toutes les semaines, des balades grand public qui sont à prix libre, puisque l'idée, c'est qu'elles soient accessibles à tous. On est implanté dans des quartiers prioritaires de la ville. Et on a développé aussi des balades qu'on appelle sur commande, qui peuvent être commandées par des collectivités, des structures sociales, des structures culturelles, enfin voilà, un peu tout le monde. Et on adapte notre offre aussi à la demande. Et en termes de durée du parcours, ou aussi avec des partenariats avec des visites de structures qui peuvent être implantées dans le quartier. Voilà. Et le projet, ça s'est créé en partenariat avec l'association intermédiaire ARE33, puisqu'en fait, nous, on ne recrute pas les éclaireurs urbains, on les recrute, mais ils ne sont pas employeurs des éclaireurs urbains. Ce sont des salariés de cette association-là, AR33, qui nous les met à disposition pour animer nos malades. Voilà pour la présentation du projet. Je vais laisser la parole à Alicia, peut-être pour la jeunesse. Super. Alors, pour expliquer aux personnes qui nous écoutent, donc Louise, tu es la coordinatrice actuelle, mais tu n'étais pas forcément présente au début du projet. Non. Alors que Alicia, donc responsable de programme chez Atis, a accompagné dès le début la création de l'alternative urbaine Bordeaux et va nous refaire plutôt un point un peu historique de la genèse du projet. Donc, Alicia, c'est à toi. Voilà, en très rapide et très condensé, je vais faire des petits raccourcis. Donc peut-être déjà en un mot, donc moi je suis salariée au sein de l'association Atis. Atis, nous on est une structure d'accompagnement, comme l'a dit Maud tout à l'heure. On accompagne l'émergence et le développement d'entreprises dans le champ de l'économie sociale et solidaire, de projets d'innovation sociale. Et on est implanté à Bordeaux, donc on intervient sur une partie du territoire néo-aquitain. Et effectivement, pour refaire un petit peu l'histoire, en essayant de ne pas trop la tordre, au départ, effectivement, ce projet, il est plutôt parti quand même de l'envie, de l'ambition d'une femme entrepreneur, Élodie Escusa, pour ne pas la citer, qui a très vite été rejointe par une grosse poignée de bénévoles passionnés de patrimoine et de tourisme, quelque part aussi, d'urbanisme, qui avait cette envie, comme l'a dit Louise, d'essayer de faire changer de regard les citoyens sur les quartiers qu'on dit populaires, les quartiers dans lesquels on n'a normalement pas envie de se balader. Voilà, d'essayer de changer ce regard-là et en montrant les petites pépites qui s'y cachent, que ce soit le patrimoine naturel, culturel, associatif, comme l'a dit Louise. Et donc, le prisme de départ était celui-ci. Et puis, en fait, en commençant à travailler sur le projet, ils sont rapidement tombés sur l'alternative urbaine qui existe à Paris, qui développait ce type de balade-là, mais plutôt dans des quartiers déjà, on va dire, touristique, qui attirait un petit peu l'attention, ou en tout cas des lieux comme les Grands Voisins, où il s'y passait des choses, des lieux en tout cas qui suscitaient déjà l'intérêt, mais qui utilisaient ces balades comme un support d'insertion. Et c'est là où finalement la poignée de créateurs de ce projet s'est dit qu'on pouvait allier non seulement un projet touristique décalé, avec un vrai positionnement particulier, une vraie offre touristique alternative, à un projet social et d'insertion. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'Élodie, à l'époque, s'est tournée vers Atis pour être accompagnée. Donc, elle avait cette idée de projet qui était dont les contours étaient encore un petit peu flous à l'époque. Cette envie de se réapproprier un peu le concept de l'alternative urbaine, mais pour le développer ici sur le contexte bordelais. Et donc, on a pu l'accompagner dans son parcours depuis l'idée jusqu'à la création de l'activité. Donc, ça a duré bien
18 mois, je dirais quelque chose comme ça, où on a pu travailler sur du coup quelle est l'offre et vraiment l'ambition, l'utilité sociale du projet et en quoi il était un peu différent de l'offre qui était proposée à Paris. Adapter du coup l'offre de balade au territoire bordelais, identifier aussi les bons quartiers à faire visiter, voilà, quelle proposition. On a accompagné à la modélisation économique. Alors, on a réfléchi à un modèle économique de départ qui n'est plus du tout le même aujourd'hui, mais qui, voilà, on a mis les premières briques de modèle initial et on a pu l'accompagner aussi plutôt à sa levée de fonds d'amorçage pour pouvoir lancer des premières expérimentations assez rapidement, lancer des premières balades et apprendre finalement de ces balades. Et enfin, la dernière grosse brique d'accompagnement, c'était plutôt la mise en réseau avec des partenaires. On a cité tout à l'heure avec Karen, par exemple, des partenaires financeurs, techniques, mais aussi des partenaires publics. Donc, c'est aller de la région à la métropole bordelaise, en passant par des financeurs comme France Active, Nouvelle-Aquitaine, des fondations, des fonds plutôt dédiés à la politique de la ville. Super. Merci Alicia. Donc, tu nous as fait une bonne transition en parlant du modèle initial. Peut-être que maintenant, Louise, tu peux nous expliquer justement qu'est-ce qui a changé, quel est votre modèle économique actuel, vers quoi vous êtes finalement parti et où vous en êtes maintenant, quelles sont vos pistes de développement? Alors pareil, en essayant de ne pas tordre la réalité, mais Elodie, quand elle a fondé le projet, l'idée, elle s'était donnée pour objectif d'arriver à un autofinancement à 50%. En créant le projet. Et en fait, donc, l'idée de base, c'était quand même vers la vente de balades, donc nos balades grand public, qui sont à prix libre, et puis de développer surtout l'offre de balades sur commande pour augmenter notre chiffre d'affaires et arriver comme ça à du 50-50. Effectivement, ça a bien marché. De toute façon, on a quand même augmenté le volume de balades grand public. On a quand même doublé le nombre de parcours sur lequel on est. Les balades sur commande, ça a aussi augmenté, notamment grâce à la recrue d'une seconde salariée. Donc ça a été quelque chose qui a été vraiment très travaillé. Là, pour le coup, où il y avait quelque chose qui est arrivé en cours de projet, c'est qu'en fait, nos éclaireurs, tout à l'heure, j'ai dit, sont formés par notre organisme de formation. Et ça, ce n'était pas forcément quelque chose à laquelle on avait pensé initialement, enfin, Elodie avait pensé initialement. Et donc, on a créé un organisme de formation qui a été Data Talké, et puis là, qu'on est en phase de certifier avec Calliope. Et donc, cette formation, c'était devenir éclaireur urbain, donc, sur lequel il y a des partenariats qui ont été créés avec le Musée d'Aquitaine, le Centre du patrimoine, avec un comédien, puis ça s'est étayé aussi avec quelqu'un qui travaille sur tout ce qui est relations humaines, la gestion du stress, des émotions, enfin voilà. Et donc, cette formation-là, elle s'est agrémentée, elle s'est étoffée. Aujourd'hui, on est à 80 heures. Et comme les salariés, comme je dis, sont mis à disposition par une structure d'insertion qui s'appelle ARE33, en fait, c'est une formation du coup qu'on facture à cette structure-là et par lequel finalement on dégage un chiffre d'affaires. Donc ça, c'était le premier constat. Et en 2019, on a fait un DLA, changer d'échelle, et ça a fait prendre conscience notamment à Elodie des compétences et de ce qu'on avait développé avec cette formation-là, parce que ça s'adresse quand même à un public éloigné d'emploi. Et c'est une formation auquel on leur permet de développer des compétences en médiation culturelle, ce qui est assez innovant et assez peu courant dans le domaine de l'insertion. Et donc, de ce constat-là, on a fait vraiment une force et on a essayé de voir comment essayer de développer ces formations pour les proposer à d'autres structures et élargir notre public de stagiaires au sein de notre organisme de formation. Donc, on a commencé à développer une autre formation qui s'appelle Un pas de côté, toujours avec l'idée de développer des compétences en médiation, accueil du public, posture, prise de parole en public, enfin, toutes ces compétences-là, et qui sont nécessaires déjà à la reprise de confiance des stagiaires, qui est assez nécessaire. Et puis, il y a aussi comment savoir se raconter, comment rendre son discours vivant, qui sont autant de compétences qu'on peut mettre ensuite au service de la recherche d'emploi et notamment de l'entretien d'embauche. Donc, on a créé comme ça une seconde offre de formation. Et puis, en fait, petit à petit, avec la notoriété de l'association et cette spécificité de notre organisme de formation, on a développé d'autres formations en partenariat avec des structures. Je pense
à l'espace textile notamment, qui est le prescripteur principal des formations qui est parti vraiment d'eux. Et donc, petit à petit, le modèle d'autofinancement, déjà, est arrivé beaucoup plus tôt qu'on se pensait, puisque dès 2020, on était à 51% d'autofinancement. Pour le coup, ça a été vraiment rendu possible grâce à l'organisme de formation qui a dégagé la majorité de notre chiffre d'affaires. Voilà, et qui va continuer à s'étoffer, et on espère permettre aussi un autofinancement de plus en plus qui prendra de plus en plus de place dans notre budget. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant de voir comment le projet de base, il y avait quand même une idée de cet autofinancement, mais comment il y a des opportunités qui sont arrivées en développant des compétences sur lesquelles on n'avait pas vraiment conscience parce qu'elles étaient vraiment réelles, mais c'est la prise de conscience de ces compétences-là qui nous ont permis de structurer notre modèle économique et de structurer un organisme de formation et d'en faire quelque chose qui nous permet aujourd'hui d'être plus fort, en tout cas budgétairement et financièrement parlant. Oui, c'est intéressant de voir comment un projet, on a un projet en tête à la base et finalement, au fur et à mesure, déjà, vous vous êtes inspiré d'un projet existant et en l'adaptant, vous l'avez quand même déjà fait beaucoup évoluer et même après l'avoir adapté, votre propre projet a lui-même évolué au fur et à mesure des opportunités que vous avez pu voir. Tout à fait. Très intéressant. On est toujours en train de réfléchir à ces compétences de médiation, comment on peut le mettre au service d'autres missions d'insertion. Et voilà, et effectivement, le projet, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il est mouvant et que les pistes de développement sont nombreuses et c'est toute cette stratégie de développement qui est assez intéressante et que de voir comment un projet, il y a 5 ans, n'est pas forcément, même si le socle est évidemment le même, mais en tout cas, il y a 5 ans, je pense qu'on ne se serait pas vu là où on est aujourd'hui et on ne sait pas où on sera demain. C'est ça qui est intéressant. Super. Mais je suppose qu'il y a plein de questions. Je vois pas mal de questions qui apparaissent de la part des participants, donc on ne va pas tarder à passer à la partie questions et réponses. Avant, je vais juste proposer à vous trois, donc Alicia, Louise et Karen, de faire un dernier petit tour de table pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat dans le secteur du tourisme social et solidaire. Est-ce que vous auriez un conseil en 1 minute à leur donner pour quelqu'un qui voudrait se lancer? Karen, si tu veux commencer, à toi l'honneur. Avec plaisir. Eh bien, moi, je dirais que c'est très important de rester ouvert et curieux, à la fois ouvert sur son concept, aller voir et écouter les avis des professionnels du secteur dans lequel on se lance, surtout au début du projet. C'est vrai qu'après avoir, moi, j'aime bien ce mot papillonner pendant un certain temps, je pense qu'à un moment donné, c'est le moment de faire le tri des informations et de faire des choix pour avancer. Mais si, en tout cas, nous, avec Olivier, on s'était cantonné à notre projet initial, enfin, ça rejoint d'ailleurs l'exemple de l'alternative urbaine Bordeaux, on n'aurait jamais visité l'hôtel du Col de la Machine parce que on n'avait pas forcément prévu que ce soit aussi isolé, on n'avait pas forcément, c'était au-dessus de nos moyens financiers. Et je trouve que ce côté, surtout au début, saisir toutes les opportunités, même si ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on imagine. Voilà, c'était mon petit conseil du jour. Très bon conseil. Louise, je te laisse la parole. Ça rejoint un peu la même chose, même si moi, je ne suis pas porteuse de projet, je tiens quand même à le signaler. Mais sur le développement du projet, pour le coup, là, je peux plus en parler. C'est vrai de rester ouvert, rester ambitieux et essayer de ne pas se limiter dans le développement de l'association, en tout cas de penser à long terme et de penser vraiment sur un spectre assez large et de s'autoriser à y penser, en fait. Et puis ensuite, de ne pas hésiter, je pense, à s'appuyer sur tous les partenariats concrets au long cours. C'est quand même aussi des grosses forces pour développer un projet et ça, il ne faut pas hésiter à s'appuyer dessus. Super, merci. Et Alicia, à toi. Et moi, alors, au-delà du conseil de s'entourer, de se faire accompagner, évidemment, j'aurais un conseil, c'est d'essayer de ne pas forcément chercher à reproduire les modèles traditionnels, classiques qu'on retrouve dans le secteur du tourisme, mais plutôt de chercher toujours à se rapprocher le plus possible des besoins, des envies de sa cible, de ses bénéficiaires. En fait, considérer que finalement, le tourisme social et solidaire, c'est un secteur en soi, c'est une façon de faire en soi. On n'est pas forcément obligé de passer par tous les
par toutes les mêmes portes que le tourisme classique, même s'il ne faut pas s'en priver. Et typiquement, sur l'alternative urbaine, l'appui à un moment de l'office de tourisme pour faire la promotion des balades, c'est un sacré outil. Ça permet d'aller s'adresser à des personnes qui ne sont pas forcément initiées à ce tourisme plus social et solidaire. Mais ce n'est pas le seul moyen. Voilà. Super, mais merci à vous. Donc, nous allons passer à la partie questions-réponses. Donc, on a pas mal de questions qui sont remontées. Donc, je précise à ceux qui nous écoutent que vous pouvez poser vos questions donc à n'importe qui des personnes qui ont participé à ce webinaire. Vous avez donc la liste des différents intervenants. Et moi, je repasserai la parole à la personne en question. Alors, je reprends la question peut-être pour Hostel Quartier Libre. Donc pour Karen, j'ai une question de Morgane qui nous demande est-ce que vous pouvez donner plus de détails sur les financeurs qui vous ont appuyé? Est-ce qu'ils ont été nombreux? Est-ce que vous les avez démarchés seuls ou bien en étant accompagnés? Alors, on avait commencé au tout début du projet à en démarcher un petit peu seul, mais ça n'a pas bien fonctionné. Et c'est aussi notamment suite à des discussions avec un hostel qui a le même, un hostel urbain, mais qui a un positionnement d'économie sociale et solidaire qui est à Lyon. Suite à des discussions en fait, donc avec l'Alter Hostel, qu'on a décidé de se rapprocher d'un partenaire. Donc, notre première porte d'entrée, ça a été l'Union régionale des SCOP. On a contacté beaucoup de partenaires et ça, je pense qu'il ne faut pas hésiter à chercher la bonne porte d'entrée pour son projet. Et en ce qui nous concerne, donc les financeurs, en fait, on a vraiment refait complètement notre projet, notre modèle économique, notre dossier avec l'Union régionale des SCOP. Et ensuite, c'est eux, en fait, qui nous ont mis en contact avec leurs partenaires financiers qui nous ont financés. Et en fait, à partir du moment où on a eu l'appui de l'URSCOP suite au travail qu'on avait fourni ensemble, les portes se sont ouvertes de manière très simple, alors que ça nous paraissait vraiment très, très compliqué au départ de pouvoir les contacter par nous-mêmes. Pour en citer quelques-uns, donc notre partenaire principal, bien évidemment, c'est Village Vivant. Là, pour le coup, moi, je les connaissais parce que j'avais travaillé avec eux sur un projet, mais en fait, on les a rencontrés en participant à leur webinaire de présentation. Voilà, mais en parallèle de ça, donc on a l'Union régionale des SCOP, Initiative Dromardèche, donc deux banques qui sont impliquées dans l'économie sociale et solidaire. Et puis, donc on a, en plus de notre apport à nous, un apport en émission de titres participatifs, donc auquel toute personne peut participer. En fait, c'est sous forme d'un prêt rémunéré. Voilà. Ok, super. Une autre question qui est pour Simon Thiraud cette fois-ci. Est-ce que l'UNAT couvre-t-elle aussi l'outre-mer et ses départements? Alors oui, nous avons des adhérents dans les territoires ultramarins, notamment dans les Antilles, en Guyane. Néanmoins, on n'a pas d'union régionale qui est directement structurée pour des raisons historiques, même si on aimerait bien. Voilà, mais là, c'est un des objectifs avant que la crise n'arrive. Donc, on a des adhérents qui adhèrent en fait directement à l'UNAT nationale. Comme ça leur permet quand même de pouvoir participer à la vie de réseau. Donc, s'il y a des projets en outre-mer, il ne faut pas hésiter à venir se rapprocher de l'UNAT nationale et on pourra voir comment orienter et accompagner au mieux. Voilà. Ça marche, merci. Alors, je précise juste avant de continuer les questions, il est bientôt 15h, donc le webinaire devait prendre fin à 15h. Si ça ne vous dérange pas, on va le prolonger quelques minutes de plus pour pouvoir prendre quelques questions. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, vous êtes invités à rester plus longtemps. Par contre, si vous souhaitez partir, je vous invite juste, quand vous quittez le webinaire, à ne pas fermer l'onglet, mais à bien fermer le webinaire en raccrochant. Comme ça, vous aurez un questionnaire de satisfaction qui apparaîtra. Donc, si vous pouvez y répondre, ça nous aide beaucoup à évaluer la qualité de nos webinaires. Voilà, petit détail. Mais sinon, on reste ici et on prend encore quelques questions. Donc, j'ai une autre question qui s'adresse là à tout le monde, et qui nous dit, est-ce que s'appuyer sur les professionnels de tourisme pour influencer les touristes vers un comportement plus éco-responsable vous semble viable et efficace? Et si oui, comment favoriser cette influence?
ces interactions positives. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a envie d'y répondre directement. Peut-être. Je peux commencer Simon, éventuellement. Jean-François. Ou Vas-y. Simon, à moins que Simon, tu souhaites t'exprimer là-dessus? Oui, je peux dire un mot. De fait, si on veut que le tourisme évolue, on a besoin que le couple offre-demande et donc clientèle, aspiration des clientèles et propositions de séjour formulées par les professionnels soient en adéquation. Je pense que beaucoup de professionnels du secteur ont pris conscience il y a quelques années, maintenant pour certains c'est beaucoup plus ancien évidemment, mais de la nécessité de travailler à un tourisme beaucoup avec de la création de valeur beaucoup plus forte, et que la crise ne va pas forcément tout changer, mais va accélérer les choses. Et notamment du côté des clientèles, parce que ça fait 2 ans qu'on part en France et qu'on découvre notamment que il y a des choses extraordinaires qui peuvent y être faites. Et donc, on a besoin des clients pour faire changer, mais il y a aussi besoin d'entrepreneurs engagés qui ont envie de faire bouger les choses. Tout à fait. Une autre question qui, je pense, est plutôt pour Simon aussi, après si quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose, qui nous demande si les foncières solidaires sont-elles l'avenir pour rénover une partie du patrimoine du tourisme social et solidaire. J'ai pas compris, les foncières solidaires? Oui, sont-elles une solution d'avenir pour rénover une partie du patrimoine? Alors, est-ce que j'ai des exemples de foncières solidaires là? Alors qu'il y a des foncières qui se créent, notamment avec le soutien de la Caisse des dépôts, de la Banque des territoires, qui sont souvent des foncières qui permettent aux opérateurs qui sont propriétaires de pouvoir aller sur de la rénovation beaucoup plus facilement. À ce jour, je n'ai pas forcément d'exemple de foncières. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas il y a pas mal de fonds dans le tourisme qui viennent investir dans les murs. On n'en a quand même pas vraiment qui sont sur la question du tourisme social et solidaire. C'est un des enjeux, notamment avec la finance solidaire, de comment est-ce qu'on peut mobiliser ces fonds-là. Mais à ce jour, il n'y a, de mon point de vue, que la Caisse qui accompagne sur la création de foncières. J'ai pas d'autres exemples en tête. On peut quand même Et prendre effectivement, l'exemple. il faut pouvoir y aller, quoi. On peut quand même juste là-dessus prendre l'exemple de Village Vivant, puisqu'il a été cité par Karen qui se revendique être une foncière solidaire pour appuyer à la revitalisation des territoires. Et moi, je reste convaincue que c'est un outil efficace qui permet d'aller rechercher à la fois des fonds publics, des fonds privés, des fonds citoyens pour aller acquérir des biens qui ne semblent pas intéressants pour la plupart des personnes, les rénover, les remettre en état et les rendre accessibles à des porteurs de projets qui ont de très bonnes idées, mais pas toujours les moyens d'acquérir ce foncier, même si, comme le disait Karen tout à l'heure, en milieu rural, ça peut paraître plus facile d'accès. Il n'empêche qu'il y a quand même un premier gros ticket d'entrée et qu'en tant que porteur de projet, on n'est pas forcément toujours bien accueilli par les banques ou les financeurs privés pour acquérir ça. Et je signale juste qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a un projet dont Mathis a accompagné l'émergence, qui est en cours de création d'une foncière solidaire qui aura aussi cette vocation-là. Alors, dans un premier temps, plutôt en ville, mais ensuite qui va s'élargir à l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine et qui travaillera notamment avec Village Vivant sur ces sujets. Donc, la foncière solidaire Nouvelle-Aquitaine. Merci Alicia. Alors, j'ai une autre question qui est à nouveau pour Karen. Est-ce que tu pourrais nous détailler un peu plus votre modèle économique et ce que vous entendez par micro-aventure? Oui. Alors, donc, notre modèle économique, il se base essentiellement sur deux piliers, donc l'offre de bar, restauration et puis l'offre d'hébergement, sachant que dans le développement, on va dire ce qui va venir augmenter notre chiffre d'affaires au fil du temps, ça va être notamment, aujourd'hui on se concentre vraiment sur l'accueil de visiteurs, que ce soit les touristes à l'échelle régionale et l'accueil de locaux sur des événements ponctuels. Et puis, on a vraiment cette envie d'aller aussi vers l'accueil de groupes scolaires ou de groupes de séminaires pour proposer des expériences, notamment en semaine.
Les micro-aventures, en fait, c'est vraiment l'idée de pouvoir, sur un temps, se reconnecter à la fois à soi et à la nature, et finalement de vivre une expérience dont on va se souvenir, une expérience mémorable, proche de chez soi, en reconnexion avec soi et la nature. Donc, il y a vraiment plusieurs manières de le voir. Il va y avoir des micro-aventures sur le site de l'auberge, puisque donc il y a deux grands bâtiments et donc un parc de 23 hectares. Donc, il y a toute une partie qui est en site classé, mais il y a toute une partie où on peut imaginer faire, voilà, développer des activités. Alors, ça va être des chasses au trésor pour les enfants, du parcours du combattant avec du biathlon laser, puisqu'on est dans le Vercors. Voilà, donc ça va être une partie sur place, une partie au départ de l'auberge. Donc là, ça va être des circuits qui seront soit proposés en autonomie, soit avec des partenaires. On va pouvoir proposer de la location de vélos, la location de raquettes, la location de vélos, notamment cargo, pour pouvoir emmener ses enfants. Donc toujours dans cette idée des mobilités douces et de préserver l'environnement naturel du territoire. Voilà, un petit peu quelques exemples. Et donc, l'idée, c'est aussi que la micro-aventure, ça va être des choses de différentes durées. Ça peut être une demi-journée où on va proposer le pack de petit déjeuner avec la randonnée coup de cœur qui va vous permettre d'aller voir le lever du soleil dans le meilleur spot du Vercors. Et puis, il va y avoir les 3 jours en autonomie en vélo électrique pour visiter tout l'école du Vercors, par exemple. C'est assez variable. Mais l'idée étant de promouvoir la reconnexion à soi et à la nature sur des temps plus ou moins longs. Soit assez facilement accessible. Et tant que tu as la parole, je te pose une autre question. Est-ce que votre restaurant est tenu par des salariés? Oui, tout à fait. Donc, donc dans l'équipe aujourd'hui, on est 4. Donc, on est 2 avec Olivier, donc qui portons historiquement le projet. Et puis, on a un associé qui sera non salarié, qui est architecte et qui nous aide notamment avec Village Vivant sur la rénovation des travaux, puis sur un projet d'autoconstruction de lits superposés. Et puis, on a donc notre quatrième équipier, donc, qui est cuisinier, qui sera salarié. Et puis, l'objectif, c'est qu'il puisse devenir associé du projet. Super. Maintenant, j'ai des questions pour Alternative Urbaine. Donc, Louise, 2 questions qui se rejoignent un peu. Une première, est-ce que vous ne rayonnez que sur la métropole bordelaise? Et la deuxième, est-ce que le projet pourrait se déployer ailleurs qu'à Bordeaux, Reims, Lille, Marseille? Alors aujourd'hui, à l'instant T, oui, il n'est que sur la métropole bordelaise, il n'est pas que à Bordeaux, hein, il y a aussi plein de villes aux abords de Bordeaux même. Sur le déploiement sur d'autres territoires, oui, c'est une piste de développement auquel on pense. Voilà. Bien. Alors, je regarde les questions. Alors, une question plus générale, donc, qui nous dit que le sujet du foncier solidaire est intéressant. Est-ce qu'il y a des ressources sur le sujet? Je ne sais pas si Simon, vous auriez connaissance de ressources existantes, ou Jean-François? Je peux peut-être citer alors, un dossier qui avait été rédigé par le RTES sur le foncier et l'économie sociale et solidaire. Donc, ça brasse plus large que simplement le tourisme social et solidaire, mais c'est un dossier intéressant à lire. Ok, super. Oui, j'allais parler du même, effectivement. Et puis, on a en prévision, en projet pour 2022, du côté de la Vise, de travailler sur ces questions. Alors, je fais le tour des questions, mais je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Pour répondre à la question de Julie Robillard du DLA Guadeloupe, est-ce qu'il est possible d'avoir les coordonnées des participants pour un contact ultérieur? Nous allons vous donner un mail de contact de la Vise, donc vous pourrez nous y écrire directement et on verra ça avec vous directement si vous voulez. Et une question, peut-on avoir le nom du dossier sur la finance ESS précisément? Alicia, si tu l'as en tête. Alors, foncier ESS. Foncier ESS par le RTES. Oui, je vais retrouver ça. Donc, de même, si vous ne le trouvez pas, vous pouvez nous écrire au mail de contact et on vous le renverra ultérieurement.
Donc, je ne vois pas d'autres questions. Je pense qu'on a répondu à tout le monde. Donc, s'il n'y a pas de questions additionnelles, on va pouvoir… Ah, c'est bon. Le lien de la ressource a été mis sur le chat. Vous l'avez en direct. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clore ce webinaire. Donc, un grand merci à tous les intervenants qui se sont prêtés au jeu et puis à tous les participants qui nous ont écoutés. Nous étions ravis donc, de proposer ce webinaire. Voilà. Merci à vous d'avoir participé. Et je vous répète nouvellement, quand vous sortez du webinaire, mais essayez de ne pas fermer l'onglet, mais donc de quitter le webinaire comme si vous raccrochiez pour pouvoir voir le questionnaire de satisfaction en sortant. Si vous avez la moindre question, vous avez affiché le mail contact de l'AVIS, on vous répondra. Et voilà, un grand merci pour votre participation et à tous les intervenants, bien évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.